Sans trop tarder, nous passons immédiatement vers nos chers conférenciers. Je profite de cette occasion pour les remercier pour l'intérêt qu'ils ont donné à notre conférence dès le départ. Leur présence avec nous aujourd'hui est sans contestation un enrichissement pour cet événement. Permettez-moi de vous présenter nos conférenciers. Nous avons avec nous tout d'abord Monsieur Jean Gattel, ancien ministre de l'économie sociale en France. Monsieur Gattel a occupé aussi le poste du président du groupe parlementaire des études sur l'économie sociale et solidaire. Il a été professeur certifié de sciences économiques et sociales en France et il est directeur d'un cabinet de consulting. Deuxièmement, Madame Fatema Harib, professeure économiste du développement durable à l'Université Qadi Ayad et directrice de l'École nationale de commerce et de gestion de Marrakech. Monsieur Imad El-Hajri, enseignant-chercheur à l'Université Qadi Ayad de Marrakech, professeur invité à l'Université Senghor, professeur aussi à l'Université Ouagadougou et à l'École nationale des régies financières au Burkina Faso. Il préside actuellement l'association burkinabé de l'innovation et de l'intelligence économique. Et finalement, M. Younes Alaoui Kawi, un expert international en développement territorial et social et animateur de nombreuses conférences sur la thématique de l'économie sociale et solidaire. Chers conférenciers, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer notre conférence, je m'adresse tout d'abord à M. Jean Gattel. Monsieur Gattel, vous étiez ancien ministre de l'économie sociale en France pendant les années 80. Alors, qu'est-ce qu'on entend au juste par la notion de l'économie sociale et solidaire? Et pouvez-vous nous parler de son état des lieux en France ainsi que son évolution depuis les années 80 jusqu'à nos jours? Oui, à vous, Monsieur Gattel. Bien, merci. Bonsoir à tous. Et moi aussi, je vais m'associer à toutes les félicitations qui ont été accordées à l'équipe organisatrice parce qu'elle a fait véritablement un travail remarquable pour construire cette conférence. Ça n'a pas été très simple, hein, surtout pour des gens non initiés aux pratiques de la communication par le net, comme c'est un petit peu mon cas. Et donc, bravo à toute l'équipe. Alors, tout d'abord, je voudrais bien préciser qu'il n'y a pas un seul modèle d'économie sociale et solidaire qui soit un modèle universel. Chaque pays a construit plus ou moins vite, plus ou moins tôt dans le temps une forme de développement des entreprises de l'économie sociale, puisqu'il faut parler d'entreprises d'économie sociale. Et c'est vrai que la France a commencé très tôt cette histoire, puisque les premières mutuelles, les premières coopératives, les premières associations sont nées au tout début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle. Alors nous avons la chance en France d'avoir depuis 2014 une loi cadre qui a véritablement codifié ce qui était jusqu'alors un concept, c'est-à-dire on parlait de l'économie sociale, mais il n'y avait pas de définition juridique propre et il a fallu donc attendre la loi cadre du 31 juillet 2014 pour véritablement définir ce secteur. Alors ce secteur, il a une double définition. Il a une définition juridique d'abord, puisqu'il englobe trois types d'entreprises qui répondent à des statuts très particuliers et à des codes très particuliers. Donc les mutuelles de prévoyance ou mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance. La deuxième famille, ce sont les coopératives dans toutes leurs dimensions, coopératives agricoles, mais également coopératives de production, coopératives de marins-pêcheurs, coopératives d'artisans. Et la troisième famille, qui est en France de loin la plus importante, ce sont les associations gestionnaires. Et lorsqu'on parle d'associations gestionnaires, on parle d'associations qui gèrent des établissements et qui ont des salariés, comme en particulier des maisons de retraite, des EHPAD, ou bien qui gèrent des maisons pour personnes handicapées, ou bien qui gèrent des services à la personne.
Alors, ce secteur ne se limite pas simplement à 3 familles juridiques, hein, puisque la loi de 2014 a introduit également une 4e famille, qui est celle des entrepreneurs sociaux. C'est l'introduction dans le concept d'économie sociale de sociétés de capitaux, alors que jusqu'à présent, les 3 premières familles étaient des sociétés de personnes. On a permis à certaines sociétés de capitaux, sous forme de SARL et de SAS en particulier, d'obtenir un label d'économie sociale et solidaire à condition qu'elles remplissent un certain nombre de conditions qui sont bien déterminées, qu'elles aient un but environnemental, écologique, social, que leur principale préoccupation ne soit pas la recherche du profit. Bref, je passe. Donc il y a en réalité maintenant en France 4 familles d'économie sociale, même si la 4e, celle des entrepreneurs sociaux, en est assez balbutiement. Alors pour faire un point total, et je m'arrêterai là pour cette première intervention, l'économie sociale en France, ça représente maintenant 2 400 000 salariés, c'est énorme, hein. En particulier 2 millions qui travaillent dans le secteur associatif, quel que soit le type d'association, secteur sanitaire et social, formation, sportif, culturel, environnement, etc. Et 200 000 salariés dans le monde mutualiste et 200 000 salariés dans le monde coopératif. Ce secteur a connu un bond spectaculaire depuis les années 1980, puisque c'était ce que vous me demandiez, puisque lorsque j'ai quitté mon ministère en 1986, il y avait simplement 800 000 salariés dans ce secteur. Nous sommes donc à 2,4 millions maintenant. Vous voyez la vitesse de croissance qui a été celle de ce secteur, et cela malgré toutes les vicissitudes de la vie économique nationale et internationale. Et en particulier, ce qui est absolument remarquable, c'est que même dans les périodes de crise comme celle que nous avons connue en 2008 avec la crise financière des subprimes, le secteur de l'économie sociale et solidaire n'a cessé de croître. Donc c'est vraiment un secteur qui apporte à l'économie. Hein. On pense en France qu'il représente à peu près entre 12 et 13% du PIB, du produit intérieur brut, 12 à 13% du secteur privé en termes de salariés. Et non seulement donc il a un rôle économique certain, mais il a surtout un rôle social, hein, et c'est peut-être cela qui devrait être mis au cœur de notre conférence, parce que je crois que l'un des enseignements de cette crise, c'est qu'il faut désormais se réhabituer à privilégier la solidarité plutôt que la recherche du profit, ce qui malheureusement a parfois été la tendance de nos sociétés occidentales, qu'elles soient développées ou en voie de développement. Merci Monsieur Gattel pour votre réponse. Continuons le débat et permettez-moi de me tourner vers Monsieur Imad El Hajri. Alors Monsieur Imad, on vient de voir avec Monsieur Gattel la situation de l'économie sociale et solidaire en France. Alors qu'en est-il de sa situation en Afrique subsaharienne et précisément au Burkina Faso? Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier professeur Asma Abir pour son aimable invitation et à travers elle remercier le comité d'organisation et aussi toute l'équipe qui était derrière. Je remercie également le président, le doyen et le directeur du laboratoire de recherche et je salue les conférenciers, M. Gattel, Mme Alib et M. Sealawi. Alors, par rapport à cette question, et avant de parler de l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire en Afrique et au Burkina Faso, j'aimerais bien vous donner quelques chiffres par rapport à la situation ou bien l'état des lieux en Afrique. Ce sont des conclusions que nous avons tirées lors des assises africaines d'intelligence économique et qui regroupent ou bien qui connaissent la participation de plusieurs acteurs publics, privés et aussi associations coopératives. Il faut noter donc que l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants, c'est 60% des Africains ont moins de 24 ans, et puis 30 millions de jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail d'ici 2030, et que malheureusement le secteur informel, il représente encore 90% de l'emploi en Afrique.
Et puis aussi, l'espérance de vie en Afrique est de 57 ans et que la moyenne mondiale est de 69 ans. Donc, nous avons retenu, ça, si vous voulez, c'est le contexte général de l'Afrique et nous avons tracé quelques objectifs sur le continent. C'est d'abord de créer ou bien de doubler les emplois pour arriver à 450 millions. Et aussi de se concentrer beaucoup plus à booster des activités comme l'agriculture, qui représente ou bien qui contribue d'une façon qui est très importante dans l'économie de ces pays. Aussi, c'est de renforcer l'employabilité et répondre à la demande grandissante de formation et de développer les villes à démographie galopante, aussi améliorer les infrastructures. Donc ça, si vous voulez, c'est le contexte un peu général du continent africain. Et généralement, les pays de l'Afrique de l'Ouest présentent des caractéristiques socioculturelles similaires. C'est pour cela qu'après, on va revenir sur cette question de spécificité du contexte africain pour définir qu'est-ce qu'on entend par l'économie sociale et solidaire à l'africaine. Alors, en Afrique aussi, il y a des indices de développement humain qui sont un peu faibles, et ce, malgré des taux de croissance qui sont très élevés. Et on connu des alternances politiques. Le développement économique de ces pays a permis l'essor de territoires comme nouveau espace de développement, de création de richesses. Dans ces pays de l'Afrique subsaharienne et en particulier au Burkina Faso, il y avait un processus de décentralisation, de création et de renforcement des collectivités locales a été entamé et a permis l'accroissement des prérogatives propres ou partagées dans ces collectivités locales. Donc, un cheminement spécifique qui a permis à chacun des pays de développer ou bien d'avoir sa propre vision par rapport à l'économie sociale et solidaire à travers des pratiques socio-économiques ancrées dans un environnement où la notion du groupe joue un rôle qui est très important. Alors, maintenant, par rapport au Burkina Faso, je peux le diviser en trois. Donc, par rapport à la situation de l'économie sociale et solidaire, je pourrais parler de trois principales étapes. Donc, la première étape, c'est la période entre les années 2000 et 2011. La deuxième étape, c'est entre l'année 2014 et 2015, là où il y avait l'insurrection populaire qui a conduit au renversement du régime politique. Et puis, l'année de 2017 qui a connu vraiment un départ ou bien une évolution de l'économie sociale et solidaire avec une stratégie qui est très claire. Donc, brièvement, par rapport à la première étape, bien la première période de 2000 à 2011, a été marquée par une succession de crises qui ont ébranlé l'économie mondiale et en général, et celle de Burkina Faso en particulier. Alors, donc, ces multiples crises ont engendré des difficultés auxquelles les populations ont dû faire face, réagissant de diverses manières au Burkina Faso. D'abord, l'insatisfaction des besoins élémentaires de base était en 2011. La deuxième des choses, les violentes manifestations et expressions du mal-être en 2011. Et puis, les catastrophes naturelles, à savoir les inondations de 2009. Donc ça, c'est les caractéristiques de vraiment la première étape de l'économie sociale et solidaire au Burkina Faso. La deuxième étape, c'est la période 2014, là où il y avait l'insurrection populaire qui a conduit à un renversement du régime de Blaise Compaoré au pouvoir et a vu une forte mobilisation des acteurs de la société civile dans toutes ses composantes. Et puis par la suite, face à ce contexte mouvant dynamique, des réponses politiques et sociales ont été apportées à travers la rédaction d'une charte en appui à la Constitution, la mise en place d'instances pour gérer la transition du pays après la chute du régime. Donc, à ce moment, le pays a continué à consolider, à préserver les acquis des différents chantiers de développement. Donc, il poursuit par conséquent, en ce sens, la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, donnant une place importante aux stratégies sociales pour plus d'équité et de justice sociale. C'est ainsi que le pays, le Burkina, poursuit la mise en place de la politique nationale de protection sociale. Donc ça, si vous voulez, c'est la deuxième étape et qui a connu donc un démarrage c'est-à-dire de donner beaucoup plus d'importance à l'économie sociale et solidaire. Et puis la dernière étape, c'était en 2017, là où il y avait un lancement du projet d'appui aux entreprises d'économie sociale et solidaire qui a été lancé par le Burkina Faso et d'autres pays de la région, à savoir le Cameroun, un projet qui a pour ambition de renforcer les capacités des leaders et responsables des entreprises africains
d'économie sociale et solidaire afin qu'ils assurent une bonne gouvernance de leur entreprise, mais aussi de leur assurer une préparation des plans de développement. Donc voilà, donc brièvement, ça c'est les 3 étapes de l'évolution de l'économie sociale et solidaire au Burkina Faso. Ce secteur de l'économie sociale, il couvre au Burkina Faso les coopératives classiques, les coopératives d'épargne de crédit, les groupements villageois, ou bien on les appelle aussi les groupements professionnels, et les associations de développement et les mutuelles sociales, mais aussi les divers groupements professionnels. Donc, toutes ces structures ont été dotées par une législative qui est spécifique pour chaque type. Aussi, ce qui est très important, c'est aussi qu'il y avait une volonté réelle publique des autorités. Et ils ont chargé le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, le ministère de l'Économie et des Finances, et aussi un réseau qui s'appelle Innovation et Réseau pour le Développement pour piloter donc ce projet afin d'avoir une vision qui est claire par rapport à l'économie sociale et solidaire. Aussi, il faut signaler que le projet qui a été lancé, il est actuellement en 2e phase. Donc la première étape, elle a été en 2017. La 2e étape, elle vient de commencer en fin de 2019. Merci, Monsieur El Hajri, pour votre intervention pertinente. À présent, donc, je récapitule, nos 2 chers conférenciers ont donné un aperçu sur la situation de l'économie sociale et solidaire en France et en Afrique subsaharienne à travers l'illustration du cas du Burkina Faso. Pour compléter le benchmark, je m'adresse à Monsieur Alaoui Mkawi Younes. Alors, Monsieur Alaoui, pouvez-vous nous parler de l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire au Maroc? Alors apparemment, M. Younes a un petit problème donc, de connexion, donc on enchaîne, puis on revient par la suite à M. Younes. Alors ma prochaine question sera adressée à Mme Arib Fatema. Chère Madame, comme vous le savez, nous vivons aujourd'hui une crise sanitaire très spécifique qui a impacté le monde entier et bien évidemment le Maroc. Alors, quelle est la situation de l'économie sociale et solidaire dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19 et quel est l'impact de cette branche d'économie sur le développement durable? Madame Arib, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie et je commence par remercier Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Vice-doyen, Monsieur le Directeur du laboratoire, saluer le comité d'organisation et notamment tout particulièrement Professeur Abir et Professeur Azoroud et saluer le public et toutes les personnes qui sont présentes avec nous. Donc, je commence, si vous permettez, par rappeler quelques précisions importantes avant de répondre à vos questions. Quand on dit économie sociale, c'est plusieurs formes. On ne parle pas d'une forme particulière, mais plusieurs. Il y a les coopératives, il y a les mutuelles, les associations, mais également certaines entreprises à caractère social. Quand on dit économie sociale et solidaire, on parle d'une économie de proximité, créatrice d'emplois, de développement local, de cohésion sociale et de revenus. Et quand on parle économie sociale, on parle aussi de plusieurs secteurs, l'agriculture, l'artisanat, le logement, le tourisme, services financiers, etc. Et que ça concerne aussi l'économie informelle qui mobilise une population précaire sous forme de petits métiers, auto-emploi, petits producteurs. Donc, cette tranche de population qui représente une part très importante dans l'économie nationale. Et quand on dit économie solidaire au Maroc, on pense aussi à la forte présence des femmes, notamment dans les coopératives installées au niveau du milieu rural. Et les sociales parce qu'il doit proposer une réponse à certains besoins non satisfaits, et les solidaires parce qu'il nécessite une mobilisation de tous les acteurs et repose sur surtout une représentation directe et une mutualisation des moyens. Partant de ces quelques précisions, l'articulation entre développement durable et économie sociale et solidaire est naturelle. D'abord au statut des acteurs de cette économie sociale, en regard des objectifs qui se fixent cette forme alternative de l'économie et leur dynamique. La dynamique de l'économie sociale, de développement durable répond toutes deux à l'aspiration de la population à des pratiques éthiques, produire, consommer autrement, prendre en compte les urgences sociales et écologiques. Et voilà donc cette économie sociale contribue à développer une culture de la responsabilité, responsabilisation des citoyens,
et qui doivent comprendre qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il faut agir lors de venir. Donc, l'importance de ces contraintes, et malgré ces contraintes qu'on peut rencontrer, que peut rencontrer l'économie sociale un peu partout dans le monde, mais il contribue à un développement formidable et notable dans les dernières années, notamment dans le cas du Maroc. Et le contexte actuel de pandémie démontre l'extrême nécessité de la développer encore plus. Avec la propagation de ce virus, de ce coronavirus Covid-19, on l'appelle de différentes manières, les acteurs de cette économie se trouvent sûrement en grande difficulté. Les conséquences sont doubles. Les acteurs, comme tous les autres, sont confrontés à une baisse ou à un arrêt de l'activité. Ils doivent donc faire des demandes d'aide financière. Par ailleurs, ils subissent aussi par nombre d'entre eux l'impact de la pandémie sur les bénéficiaires, surtout dans les secteurs des services sociaux et surtout les bénéficiaires qui appartiennent à cette population, cette tranche de population démunie et très vulnérable. Et aujourd'hui, plusieurs études présentent la chaîne de causalité, si vous voulez, de cette crise à répercussions multiples avec les objectifs de développement durable et notamment avec l'économie sociale et solidaire. Cette crise est fort révélatrice des enjeux de développement durable dont on parle ces dernières décennies. Cette pandémie qui est devenue en si peu de temps une crise économique, sociale et mondiale montre de façon dramatique l'interdépendance des trois piliers qu'on connaît tous de développement durable. Ça veut dire l'environnement, le social, l'économie, mais aussi il montre la nécessité de changer notre modèle de production et notre mode de vie. Donc, ce principe de base du développement durable qui est incarné dans les 17 objectifs de développement durable trouve sa traduction concrète et dramatique dans la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Car si, comme vous le savez tous, le virus est parti d'un marché local en Chine et il a désormais contaminé presque tous les continents, entraînant une grande crise sanitaire, économique et sociale. Donc, et ce qu'on doit savoir, c'est que constater aussi, malheureusement, c'est qu'il y avait 3 coronavirus au moins en 20 ans. Il y a le SARS, MERS et celui qu'on connaît le plus, Covid-19, et que représente une sonnette d'alarme forte. Il s'avère qu'ils sont liés à des changements dans l'écosystème, notre écosystème. Donc la crise sanitaire est due à ce coronavirus et le moment d'aborder la question de l'interface homme-nature. Surtout qu'il est aujourd'hui clair que l'origine de l'épidémie est liée au bouleversement, comme je disais tout à l'heure, que nous imposons, nous, êtres humains, à la biodiversité et qu'il ne peut exister d'économie pérenne sans la protection sociale et sanitaire des populations et de l'environnement. Donc, pour mieux vous expliquer le lien entre le développement de la pandémie et tout particulièrement le coronavirus et la perte de la biodiversité, montre fortement cette interaction entre la protection de l'environnement et la protection sanitaire des populations. Et c'est là où je présente l'économie, les enjeux comme quoi la crise actuelle elle est révélatrice de tous les enjeux de développement durable qu'on est en train d'expliquer pendant ces au moins 4 voire 5 dernières décennies. Donc, la propagation ultra rapide qu'on nous constatons tous a révélé la fragilité de nos systèmes économiques surtout. Face au déferlement d'un nombre inattendu de malades au sein de systèmes de santé en crise, ici, dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, il a aggravé les inégalités sociales, géographiques, la problématique du genre, etc. J'ai plusieurs chiffres pour vraiment illustrer cet impact et cette relation, cette réflexion qu'on mène sur la pandémie et le développement durable. Par exemple, on parle d'une perte de 25 millions d'emplois avec plus entre 860 à 3400 à 3500 milliards de dollars de pertes de revenus liées au travail. Et selon l'UNESCO, un chiffre aussi parlant, c'est 1,5 milliard d'enfants qui seront coupés de l'école, privés de l'école. Et d'autres chiffres qui viennent de l'EMC, l'OMS, la FAO, alertent sur la menace que pèse cette crise sur la sécurité alimentaire mondiale. Et ça, ce sont des
des enjeux, des problématiques fort importantes et qui sont au cœur du développement durable et surtout dans sa dimension socio-économique, mais qui révèlent la problématique environnementale. Donc, tous ces chiffres, qui sont juste quelques chiffres, parce que si je n'ai pas le temps pour expliquer plus, mais tout ça représente un cap de développement de référence pour l'après-crise, notamment pour les acteurs économiques, afin d'éviter de futures pandémies. Un autre exemple est celui de la relation, et ça c'est un domaine sur lequel je travaille plus ces dernières années, c'est la relation entre la pandémie et le changement climatique. C'est un avertissement qui vient de plusieurs chercheurs sur la corrélation, cette corrélation entre le virus et le changement climatique. Ce problème est exacerbé aujourd'hui par la dégradation de l'environnement dont nous sommes responsables. L'homme est responsable de cette dégradation et la façon dont nous y faisons pourrait influer sur la santé de la planète et tous ses habitants pendant des générations. Ce n'est pas uniquement les générations présentes. Mais ce n'est pas un arrêt des activités que nous avons besoin. Les activités économiques ne doivent pas s'arrêter, mais plutôt une transformation de systèmes de production et de consommation dans la durée. Si l'on repart comme avant, nous n'aurons rien gagné pour le climat, pour l'environnement et pour le développement durable. Donc, globalement, nous aurons des effets positifs, négatifs, mais c'est surtout un impact sur chacun des 17 objectifs de développement durable, que ce soit très négativement sur la santé, l'emploi, le creusement des inégalités, l'alimentation, mais aussi des impacts qui sont positifs en termes sur la pollution de l'air qui a diminué, les cours d'eau, le retour de la faune sauvage dans certaines villes, la création de chaînes de solidarité, de production durable, etc., etc. Donc, sont là les grandes lignes que j'ai voulu partager avec vous dans cette première partie de mon intervention et qui montrent les enjeux. Vraiment, cette crise, elle est fort révélatrice des enjeux de développement durable qu'on peut appeler autre chose, pas forcément développement durable, mais un nouveau modèle de développement sur lequel je vais revenir, si vous le permettez, plus tard. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Ali, pour votre intervention enrichissante et pertinente. Permettez-moi de revenir à Monsieur Alaoui. Avant tout propos, donc je tiens à remercier le comité d'organisation pour cet événement scientifique auguste qui regroupe un panel de conférenciers de différents horizons ayant des regards croisés sur la question de l'économie sociale et solidaire. Concernant en fait votre question relative à l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire au Maroc, j'aimerais bien tout d'abord dire en fait qu'au Maroc, nous avons un département chargé de l'économie sociale et solidaire, c'est le secrétariat d'État chargé de l'ESS. Et en fait, nous avons des lois concernant les composantes de cette économie sociale et solidaire. Il y a une loi, en fait, c'est la loi 112 relative aux coopératives. Il y a une loi sur les mutuelles. Il y a une loi aussi sur les associations. Donc, ça commençait par le Dahir de 1900, le fameux Dahir sur les libertés publiques de 1958. Et il y avait aussi par la suite d'autres Dahir qui ont complété et même rétrécir en fait quelques marges de manœuvre concernant cette composante de l'économie sociale et solidaire. Donc, au Maroc, pourtant, maintenant, nous n'avons pas une loi cadre qui regroupe toutes ces familles et toutes ces composantes. Donc, il y a un projet de loi concernant l'économie sociale et solidaire. Ça traîne toujours, en fait, au niveau du Parlement, les deux chambres du Parlement, et n'a pas encore vu le jour. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, il y a quelques zones grises, il y a des flous. Donc, le secteur n'est pas assez délimité au Maroc. Ce n'est pas le cas comme le France, comme a mentionné M. Gattel. Donc, la France, depuis 2014, dispose d'une loi dans ce sens. Le Maroc, ce n'est pas toujours le cas. C'est un projet, mais ça va venir. Pourtant, jusqu'à maintenant, en fait, il y a une définition. Donc, juste pour cerner un peu le concept au Maroc, donc le secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire définit en fait ce secteur comme étant constitué de l'ensemble des activités économiques marchandes ou non marchandes, créatrices de valeur, de revenus, d'emplois, assurées par des personnes morales de droit privé qui poursuivent l'intérêt collectif de leurs membres, de leurs bénéficiaires,
ou y contribuent en fait à l'intérêt général. Autrement dit, ces activités englobent la production, la transformation, la consommation, la commercialisation des biens et services. Mais comme je disais, en fait, il n'y a pas toujours une loi dans ce sens. Je vais débarquer quelques chiffres concernant l'état de cette économie au Maroc. Donc, actuellement, au Maroc, on compte environ 120 000 associations, une cinquantaine de mutuelles et plus de 27 200 coopératives au Maroc. Toujours concernant en fait je vais revenir sur les associations. Je vais donner en fait un aperçu historique concernant l'évolution des associations au Maroc. Donc, comme je disais en fait au départ, donc il y a la période coloniale. Donc, seulement les Français, les Européens ayant le droit en fait de constituer des associations, mais mais en 1923, donc les Marocains commencent à avoir l'autorisation d'avoir des associations, mais surtout des associations qui ouvrent dans les activités musicales, théâtrales, artistiques et tout. Par la suite, en fait, après l'indépendance, on peut parler de trois distinctes phases concernant les associations. Donc, la période 58-73, cette période a connu en fait la publication en 1958 du fameux Dahir concernant les libertés publiques. Donc, le Dahir de 1958, il a donné en fait un climat en fait pour la création des coopératives, des associations pardon au Maroc. Par la suite en fait en 1973 donc il y a un nouveau Dahir qui a essayé en fait de rétrécir et de délimiter en fait la marge de manœuvre et la marge de liberté en fait concernant la création des associations. Donc c'est dû en fait, vous connaissez dans les années 90 le Maroc au début des années 90 a connu en fait deux coups d'État échoués. Donc il y avait des tensions politiques, raison pour laquelle en fait l'État a donné naissance à ce Dahir. Mais en fait dans les années 80, donc il y avait un nouveau tournant marqué en fait par l'adoption du Maroc du programme d'ajustement structurel et de la crise financière au milieu des années 80. Donc, ces événements, en fait, avaient des impacts néfastes sur le côté social particulièrement. Donc, il y avait plus de pauvreté, plus d'inégalités, raison pour laquelle, en fait, l'État a commencé de se désengager de plusieurs secteurs, surtout sociaux, raison pour laquelle, donc, vous savez, donc, la nature n'accepte pas le vide. Donc, c'était le rôle des associations qui commencent à se proliférer à nouveau afin de combler ce vide et répondre aux besoins sociaux de la population. Par la suite, en fait, donc, il y avait la période de 84, comme je disais, à nos jours. Donc, c'est une période qui a connu, en fait, la floraison et la prolifération de plusieurs associations. Concernant les coopératives, c'est presque la même chose. Donc, dans la période coloniale, donc, il y avait juste des coopératives concernant les colons, surtout des associations des coopératives plutôt de consommation. Mais actuellement, en fait, au Maroc, surtout dans le nouveau millénaire, le 3e millénaire, donc, il y a un grand nombre de coopératives au Maroc. Donc, en 2005, à fin 2004, on peut compter en fait presque 5 000 associations. En 2015, on avait presque 15 000, donc le nombre a triplé entre 2005 et 2015. Et actuellement, en 2019, donc on compte plus de 27 200 coopératives au Maroc. Cette évolution n'a pas touché seulement le nombre, donc il y avait une évolution dans le temps et dans l'espace, donc il y a une bonne répartition, donc la répartition régionale des coopératives donc, est presque équilibrée, donc la majorité, donc il y a des répartitions, donc des pourcentages entre 9 et 11%, sauf pour la région de Dakhla. Donc, vous savez, il contient juste 2 provinces avec un nombre de citoyens très limité. Donc, il a seulement 2% du nombre total de ces coopératives. Concernant la répartition sectorielle au Maroc,
Donc, c'est en fait le secteur agricole qui accapare plus des 2/3 de ces coopératives, donc soit 65%. Il y a aussi l'artisanat avec 18%. Donc, l'agriculture et l'artisanat occupent plus de 3/4 du patrimoine coopératif au Maroc. Il y a aussi d'autres coopératives d'argan, de la pêche, des coopératives forestières, du tourisme, mais le poids total ne dépasse pas en fait un quart. Je vais parler aussi, puisque vous avez demandé que je parle en fait des limites et contraintes du secteur, je vais me focaliser plus en fait sur les contraintes du secteur coopératif au Maroc. Donc, comme vous savez, donc, comme je viens de mentionner, plus de 2/3 des coopératives sont des coopératives agricoles. Donc, ils exercent en fait dans le monde rural. Vous savez, au Maroc, en fait, les inégalités spatiales et sociales entre le monde urbain et le monde rural. Donc, c'est un monde caractérisé par la pauvreté, par l'abjecte pauvreté, par les inégalités, par l'exclusion sociale, par l'analphabétisme. Donc, comme vous savez, plus de 40%, en fait, plus de 40% de le monde rural, c'est une population analphabète. Donc, ça se répercute aussi sur le secteur coopératif. Donc, un bon nombre de gérants de ces coopératives est analphabète et dans les meilleurs cas, il n'a pas un bon niveau d'instruction. Donc, ça impacte négativement en fait toute la coopérative. Il y a aussi des contraintes liées au financement. Donc, les coopératives n'ont pas droit, donc ils trouvent beaucoup de difficultés d'accéder au financement et même s'ils veulent l'avoir, ils peuvent l'avoir à titre personnel et pas en tant qu'unité de production, en tant qu'une personne morale qui est la coopérative. Il y a aussi des contraintes très spécifiques liées à la production, l'approvisionnement en matières premières, des problèmes en fait liés au cadre juridique institutionnel, parce que déjà au Maroc jusqu'à maintenant, donc beaucoup de personnes croient que les coopératives sont exonérées, ils ne payent pas l'impôt, ils payent l'impôt quand on achète en fait des matières premières, on paye la TVA. Le problème est qu'ils n'arrivent pas à récupérer la TVA en fait. Donc ça c'est un grand problème. Il y a aussi la question de la délimitation du secteur au Maroc. Maintenant, on trouve surtout des coopératives d'habitation et en fait, il y a beaucoup de personnes, surtout des promoteurs immobiliers qui ont exploité malicieusement cette fenêtre afin de s'échapper à payer l'impôt et de faire de l'évasion fiscale. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut accélérer le processus de publier en fait la loi cadre sur l'économie sociale et solidaire afin de lui donner en fait l'occasion de jouer pleinement son rôle, parce que l'économie sociale c'est pas là pour des opportunistes pour qu'ils en bénéficient afin d'accumuler des richesses ou de s'échapper à payer l'impôt. En fait, je peux parler d'autres difficultés, c'est l'absence de convergence entre les programmes. Donc, il n'y a pas de convergence entre les différents acteurs, soit au niveau national ou régional, voire local. Et il y a des problèmes aussi de commercialisation. La majorité des coopératives n'arrivent pas à écouler leurs marchandises vu en fait le faible niveau d'instruction et la faiblesse des compétences managériales et techniques. En gros, c'est ça. Et bien sûr, je laisse d'autres points à débattre en fait dans la deuxième intervention. Merci, Monsieur Alaoui Mkawi, pour ces éclaircissements. Donc, je récapitule. Après avoir vu avec nos chers conférenciers, dans un premier temps, la définition et l'état des lieux de l'économie sociale et solidaire, que ce soit au Maroc ou bien ailleurs.